Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de parler d'un sujet un petit peu polémique, même si c'est pas le but, sur les 7 erreurs les plus communes au potager. Alors, comment j'ai eu l'idée de faire cette vidéo? C'est en voyant une photo sur le groupe Facebook de la chaîne. C'est que cette chaîne YouTube a un groupe Facebook qui permet aux abonnés d'échanger entre eux. Et un des abonnés que je salue, bonjour Dominique, a publié une photo qui m'a un petit peu surpris, on va dire, et qui sera d'ailleurs la première erreur de ce classement, que vous verrez donc à la fin de cette vidéo. Et donc en voyant cette photo, je me suis dit, il faut faire une vidéo sur les erreurs comme ça qu'on fait parfois en toute bonne foi, en pensant que c'est la bonne chose à faire, et qui finalement sont pas si bonnes que ça à faire. Donc on parlera de paillage, on parlera d'arrosage, on parlera d'engrais, on parlera d'ortie, on parlera enfin, de toutes ces choses qu'on peut lire sur Internet, qu'on peut entendre par un ami, un voisin qui vous dit il faut faire ci, il faut faire ça. Donc on verra toutes ces erreurs entre guillemets. Parfois ce sont des choses intéressantes, parfois pas. Tout dépend du contexte, c'est ce qu'on verra. Donc je vous propose de voir tout ça tout de suite après le générique. C'est parti. Alors avant de commencer à décliner ces 7 erreurs, je voudrais faire un petit préambule sur le contexte, parce qu'évidemment ces 7 erreurs sont à adapter en fonction du contexte, en fonction du type de jardinier que vous êtes. Vous pouvez être un jardinier philosophe, un jardinier politique, un jardinier pragmatique, scientifique. Vous pouvez avoir une terre riche, une terre pauvre, vous pouvez avoir un climat doux, un climat rigoureux. Tous ces paramètres font que toutes ces erreurs sont évidemment modulables. Les erreurs des uns peuvent peut-être ne pas être des erreurs pour d'autres. Donc bien sûr, le but de cette vidéo n'est pas de créer des polémiques entre les uns et les autres, c'est d'essayer d'expliquer que pour toutes les choses qu'on doit faire au jardin, ce qui est important, c'est de savoir pourquoi on les fait, et pas simplement d'appliquer des règles, on va dire un peu bêtement, en disant tiens, on m'a dit qu'il faut faire ça, je fais ça, mais d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on vous dit de faire telle ou telle chose ou de ne pas faire telle ou telle chose. Donc on va voir ces 7 erreurs, et puis j'espère qu'en commentaire vous me direz ce que vous en pensez, et si pour vous c'est une erreur ou pas, et comment est-ce qu'on peut faire les choses au mieux. Donc on commence tout de suite avec le travail du sol. Erreur numéro 7, c'est le non-travail du sol. Alors c'est pas forcément une erreur pour tout le monde. Si vous avez un sol parfait, si vous avez un sol riche, souple, aéré, avec un pH parfait à 6-7, effectivement vous pouvez ne pas travailler votre sol, il n'y a aucun souci, vous pouvez semer et ça poussera très bien, c'est formidable. En revanche, si vous avez un sol mort, un sol sableux, un sol non vivant, comme j'ai par exemple ici dans ma lande girondine. Moi j'ai essayé, quand j'ai commencé à jardiner, j'ai essayé de semer des graines dans mon sol sableux sans arroser, parce qu'il ne fallait pas arroser non plus, sans travailler le sol, avec plein de cailloux dans le sol, etc. J'ai essayé de semer et il ne s'est rien passé puisque il n'y avait pas les conditions nécessaires pour que mes graines poussent correctement. Donc le non-travail du sol, c'est une erreur si vous avez un sol de mauvaise qualité. Avant de commencer à avoir un jardin qui se développe bien et qui se porte bien, il faut commencer par amener de la vie à votre sol, de rétablir des déséquilibres. Si vous avez un sol trop acide, l'alcaliniser un peu. Si vous avez un sol trop alcalin, l'acidifier un petit peu. Si vous avez un sol trop tassé, l'aérer. Si vous avez un sol pas assez riche, l'enrichir en amendement. Bref, il faut commencer par faire, on va dire, des fondations, de bonnes fondations, faire un bon sol de départ, et une fois que vous aurez fait votre sol parfait, ça prendra peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, le temps d'apporter tous les éléments qui sont nécessaires, puis de corriger, parce que parfois vous allez mettre un peu trop de ceci, un peu trop de cela, donc vous allez mettre 2-3 ans pour avoir un sol correct, et une fois que vous aurez ce sol vivant parfait, là vous pourrez effectivement ne plus travailler votre sol, mais c'est, on va dire, là, une deuxième phase. Donc c'est, encore une fois, il faut bien comprendre le pourquoi des choses. Une fois que vous avez un écosystème qui est installé, vous avez une faune, vous avez l'aération, vous avez tout ce qu'il faut, effectivement, il faut plus le travailler parce que vous allez déranger tout cet équilibre. Mais si vous partez d'un sol déséquilibré, d'un sol qui n'a pas tout ce qu'il faut commencer par apporter tout ce qu'il faut, faire en sorte que c'est comme une recette de cuisine, il faut mettre tous les éléments, et une fois que vous avez fait tous les éléments, votre gâteau va bien gonfler dans le four, mais si vous ne mettez pas de levure, votre gâteau il gonflera jamais. Donc commencez par amener la vie, commencez par amener tous les éléments, et ensuite ne plus travailler au sol, là nous sommes d'accord. Petite annexe à ce non-travail du sol, une fois qu'on a réussi à avoir un sol parfait, une erreur que font parfois certains débutants, c'est de marcher sur leur plate-bande. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a travaillé son sol, qu'on l'a aéré, le but c'est d'avoir de l'air dans le sol. Si vous arrivez sur votre plate-bande et que vous marchez avec vos gros sabots et que vous tassez votre sol, vous allez perdre beaucoup du travail que vous avez fait en le remuant et en le travaillant. Donc attention à ne pas marcher sur votre plate-bande quand vous avez commencé à travailler votre sol et avoir un sol un petit peu aéré. Sixième erreur de ce classement, les problèmes de timing. Alors qu'est-ce que c'est que les problèmes de timing? Il y a des règles à respecter au niveau du timing de vos plantations, de vos semis. Chaque plante a ses caractéristiques, a ses prérogatives. Et donc par exemple, j'ai vu cette semaine, on est le 22 mai, j'ai vu cette semaine quelqu'un qui disait je viens d'acheter des graines de poivrons, je vais les semer. Si vous semez des graines de poivrons le 22 mai, vous aurez peu de chance, sauf si vous vivez en Guadeloupe, en Martinique ou sous les tropiques, vous aurez peu de chance de voir vos poivrons arriver à maturité, puisque le poivron c'est une graine qui a
besoin de prendre du temps pour se développer, qui a besoin d'une assez longue période de maturité. Et donc en semant des graines de poivron fin mai, vous aurez des fleurs à partir de août-septembre et des fruits qui n'arriveront jamais à maturité puisqu'il va commencer à faire froid au mois d'octobre-novembre et vos fruits ne seront pas matures, donc vous aurez perdu votre temps. Donc les problèmes de timing, c'est très important. Respectez les dates de semis, respectez les dates de plantation. On a vu que cette année que la période des saints de glace, qui parfois n'est pas très virulente, a été dans certaines régions assez virulente. On a eu un 11, 12, 13 mai assez froid. Donc bien tenir compte de tous ces problèmes de timing et de timing de semis, de timing de plantation, parce que c'est vrai que si on n'en tient pas compte, on risque d'avoir certaines déconvenues. Cinquième erreur importante au potager, ce sont toutes les erreurs liées aux graines et aux semis. Alors, je vous ai déjà fait une vidéo sur les 10 erreurs à éviter avec ces semis. Je vous mets le lien de la vidéo ici, et puis il est aussi dans la description. Mais un petit complément d'info par rapport à cette vidéo. Alors, je répète que les variétés anciennes ne sont pas la panacée absolue qu'on dit souvent. Je répète que les hybrides F1 ne sont pas la catastrophe qu'on dit souvent. Chacune de ces semences a ses avantages et ses inconvénients. Mais alors, une des erreurs dont j'ai oublié de parler dans cette fameuse vidéo, c'est de penser que les graines vont s'adapter. On vous dit, je vais mettre des graines dans mon terrain, et puis avec le temps, elles vont s'adapter à mon terrain, à mon climat, et elles vont être bien meilleures au fil du temps. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une graine, comme tout organisme, c'est une génétique, et que si la graine que vous plantez, la variété que vous plantez n'a pas la génétique qui convient pour s'adapter à votre environnement, bah, elle ne s'adaptera pas plus que... C'est un peu comme si vous faisiez du vélo, par exemple, vous achetez un vélo de ville, et puis vous dites, je vais rouler avec mon vélo de ville en pleine forêt sur les bosses et les cailloux, et puis ça va devenir un VTT. Bah non, si votre vélo il est prévu pour avoir des amortisseurs pour rouler en ville, donc des petits amortisseurs ridicules, et puis des grands porte-bagages, etc., vous aurez beau faire des kilomètres et des kilomètres en forêt sur des bosses et des trous, votre vélo ne deviendra pas un VTT. Donc une des erreurs, c'est de penser que les semences vont s'adapter. Les semences, ce sont une génétique, et la génétique, soit elle est adaptée à votre environnement, soit elle n'est pas adaptée, et vous aurez beau la cultiver pendant des années, elle sera pas... Alors, il y aura peut-être un petit gain, hein, c'est ce qu'avait dit Mitchourine. Je vous invite à regarder la fiche Mitchourine sur Wikipédia, sur ce chercheur russe, il a vu qu'il y avait une petite adaptation au fil du temps, mais enfin ça reste une adaptation à la marge, et puisque dans la génétique d'une plante, il y a un certain taux de variation possible, donc on peut avoir une petite adaptation, mais enfin pas, vous n'arriverez pas à faire d'une plante tropicale, le jour où vous arriverez à faire pousser un bananier à Stockholm, vous m'en tiendrez au courant, parce que ça serait quand même très étonnant. Voilà, donc cette histoire d'adaptation, il ne faut pas trop y croire. Et puis une autre erreur importante qu'on fait avec les graines, c'est de ne pas accorder assez d'importance aux variétés. On parle souvent de la tomate, on parle souvent de la carotte, et en fait, pour chaque espèce de plante, il y a des variétés très spécifiques. Vous pouvez avoir des variétés qui poussent très vite, des variétés qui poussent donc des précoces, des tardives, vous pouvez avoir des variétés plus ou moins résistantes au froid, à la chaleur, et donc souvent on se dit quand on débute, je vais acheter des graines de tomates, et en fait la tomate ça veut rien dire, il y a des variétés, et il faut vraiment accorder beaucoup plus d'importance aux variétés, bien connaître le nom de la variété, bien vérifier. En général, si vous tapez le nom de la variété tomate Roma par exemple sur Google, vous verrez que c'est une tomate qui est plutôt adaptée à faire des sauces, qui est plutôt adaptée, alors j'ai plus en tête si elle est précoce ou tardive, enfin vous verrez toutes les caractéristiques, et donc il faudra bien tenir compte de toutes ces caractéristiques pour choisir vos variétés. Parce que souvent quand on débute, on plante des tomates, on ne sait pas trop quoi, et puis on est déçu parce que le cas classique, c'est la personne qui va planter des tomates, des pommes de terre déterminées dans un sac à patates. La pomme de terre déterminée, elle fait un seul jeu de pommes de terre, et donc elle ne poussera pas dans votre sac à patates, vous serez très déçu. Donc il faut vraiment accorder beaucoup plus d'importance aux variétés et bien connaître les spécificités de chaque variété. Quatrième erreur fréquente qu'on trouve beaucoup sur les groupes internet, c'est l'obsession du paillage. Alors le paillage, c'est vrai que si vous avez le malheur de poster une photo sur internet d'un sol non paillé, vous allez en général vous faire allumer par beaucoup de monde qui va vous dire t'as pas paillé ton sol, c'est scandaleux, c'est pas normal. Donc le paillage est un outil qui est adapté à dans certains contextes, qui est souvent adapté d'ailleurs, mais il y a parfois des cas où le paillage n'est pas indispensable, pas recommandé. Je prends le cas par exemple des semis. Si vous faites des semis qui ont besoin d'un sol chaud et que vous mettez 20 cm de paille sur votre sol, votre sol ne va pas se réchauffer assez vite, et par exemple vos courges qui ont besoin d'un sol chaud vont moins bien pousser sur un sol très paillé que sur un sol qui va être un peu exposé à la chaleur et qui va donc plus chauffer parce qu'il ne sera pas paillé. Autre erreur, c'est de pailler en trop grande quantité, hein, si vous mettez 30-40 cm de paille. Alors il y a certaines plantes qui vont supporter, d'autres qui vont avoir plus de mal. Il y a aussi le problème du paillage avec tel ou tel produit. Si vous paillez qu'avec de la paille, vous paillez qu'avec du carbone, donc c'est pas forcément valable pour tous les sols. Pailler qu'avec de la tonte fraîche, si vous en mettez une grosse couche, vous allez avoir un effet de pourrissement. Donc le paillage c'est un outil qu'il faut bien maîtriser, qu'il faut bien connaître. Peut-être que je ferai une vidéo uniquement dédiée au paillage pour détailler un peu tous ces cas de figure.
Mais en tout cas, le paillage n'est pas forcément, si vous faites des semis, par exemple, si vous faites un semis de carottes qui a besoin d'espace pour se lever et que vous le recouvrez de 20 cm de paille, vos carottes auront beaucoup de mal à lever. Donc le paillage, oui, mais en comprenant bien le principe, en comprenant bien s'il est adapté ou pas à la situation, et dans ce cas-là, il n'y a aucun souci, mais le paillage, ce n'est pas une règle, une obligation absolue dans tous les cas. Troisième erreur fréquente, ne pas vouloir nourrir son sol. Alors, ne pas vouloir nourrir son sol, pourquoi pas si vous faites vos cultures pour la première année sur un sol très riche, qui a donc plein de nutriments, qui a plein d'éléments pour vos plantes, c'est éventuellement envisageable, mais rapidement, c'est à partir du moment où vous récoltez des légumes, des fruits et des légumes, vous exportez du sol des nutriments qui étaient donc présents dans le sol au départ, et si vous, au fil des années, vous ne nourrissez pas votre sol, le sol va s'appauvrir progressivement chaque année, et donc vous n'aurez plus assez de nutriments pour vos éléments. Alors il y a le paillage avec de la tonte de gazon par exemple qui permet d'amener un peu d'azote, le paillage avec la paille qui va amener un peu de carbone, mais enfin bon, c'est tout dépendra de ce que vous cultivez dessus. Si vous cultivez des légumes qui ont besoin de beaucoup de nutriments, par exemple des courges, rapidement, si vous n'apportez pas de compost, d'engrais, enfin de fumier, des choses comme ça, dans le sol pour enrichir votre sol, rapidement votre sol va s'appauvrir et vous n'aurez pas de récolte satisfaisante. Donc ne pas vouloir nourrir son sol, c'est une erreur assez fréquente. Je vous avais fait une vidéo d'ailleurs sur faut-il apporter de l'engrais au sol. Je vous remets le lien ici, je vous remets le lien dans la description. Et donc malheureusement, même si on a un jardinier politique qui refuse tous les intrants, qui veut tout naturel, malheureusement on est obligé de compenser les exploitations qu'on fait par les importations de nutriments dans le sol. Alors deuxième erreur très importante, c'est une des pires, hein, c'est pour ça qu'elle est classée numéro 2, c'est ne pas vouloir arroser son sol, hein, suivre la mode du non-arrosage. Alors je ne sais pas d'où vient cette mode, il y a même des gens qui vendent des graines labellées sans arrosage. Alors c'est un peu une folie on va dire, puisque les légumes ce sont 90-95% d'eau. Donc si vous faites sécher une fraise par exemple, vous allez avoir 95% du poids qui va disparaître, vous allez avoir 5% de matière sèche, qu'on appelle la matière sèche. Donc ne pas vouloir donner d'eau à ces fruits et légumes, alors c'est possible si vous avez un sol, encore une fois, très riche, une région un peu pluvieuse, pas trop de forte température, un sol très adapté avec ce qu'on appelle une réserve utile en eau. Je vous mets un petit lien dans la description sur ce qu'on appelle la RFU, la réserve d'eau facilement utilisable. Dans un sol, il y a donc une RFU, une RDU, et la réserve facilement utilisable, c'est ce que la plante peut utiliser facilement et donc se développer tranquillement. La réserve difficilement utilisable, c'est ce qu'on appelle le stress hydrique. La plante commence à chercher vraiment de l'eau pour s'hydrater et elle commence à être en stress. Et puis après, il y a ce qu'on appelle le point de flétrissement. Une fois qu'il n'y a plus d'eau ni en surface ni dans le sous-sol, la plante se flétrit. Et si vous êtes dans un sol de ce type qui n'a pas une réserve facilement utilisable assez importante et que vous n'arrosez pas, et vous aurez de très mauvais résultats. Vos plantes vont décliner, elles vont mal pousser et donc vous ne serez pas très content. Donc ne pas vouloir arroser son sol, pourquoi pas si vous êtes encore une fois dans une région formidable où il pleut un jour sur deux, un jour sur trois, votre sol était bien argileux, limono-argileux, il garde bien l'eau. Donc là oui, pourquoi pas, mais on va dire dans beaucoup de cas, moi je prends mon cas encore une fois, si j'arrose pas dans mon sable, les jours il fait 30 degrés, en 2 jours mes plantes cuisent et tout est mort. Donc ne pas vouloir arroser son sol, c'est une faute, une erreur assez importante si on n'a pas le contexte qui va bien. Alors la première erreur, c'est donc l'erreur qui m'a fait faire cette vidéo quand j'ai vu cette photo. On regarde la photo et puis je vous explique tout ça. Voilà, ce que vous voyez là, ce sont des plants de tomates qui ont été complètement effeuillées, parce que paraît-il qu'effeuiller les plants de tomates, ça permettrait de faire mieux rougir les tomates. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même assez surprenant. Alors, je n'en veux pas du tout à Dominique qui a eu le chantier de m'envoyer cette photo, mais c'est juste pour expliquer que ce n'est pas forcément l'idéal. Voilà, donc cette erreur de couper les feuilles des tomates pour faire rougir les tomates, c'est un peu ce qu'on appelle le téléphone arabe, hein. Sûrement que quelqu'un un jour a dû dire bon, il faut effectivement couper les feuilles du bas pour qu'elles ne récupèrent pas les spores de mildiou et qu'elles les ramènent sur la plante. Donc il faut couper les feuilles du bas, ou alors si vous avez des feuilles jaunes, des feuilles abîmées, il faut les couper. Ou alors si vous avez une plante très touffue, vous pouvez couper quelques feuilles pour l'aérer un peu, encore une fois, pour que l'air passe et que le mildiou ne se développe pas. Et puis, à force de dire toutes ces choses, il y en a qui ont fini par dire il faut couper toutes les feuilles et garder que les tomates pour qu'elles poussent. Évidemment, une plante qui n'a pas de feuilles ne fait pas de photosynthèse. Si elle ne fait pas de photosynthèse, il n'y a pas de sucre pour le développement des fruits. Et vos fruits vont mal se développer. Ou alors, si vous gardez quelques feuilles, ils vont se développer. Alors, certains vont me dire oui, ça marche très bien en coupant les feuilles. Ça marche bien, mais ça marcherait encore mieux si vous laissiez les feuilles.
Donc ça fait partie vraiment des choses qui prouvent qu'il faut bien comprendre le fonctionnement des choses et pourquoi on fait les choses, et pas appliquer des règles un petit peu sans chercher à comprendre, pour éviter ce genre d'erreur un petit peu, on va dire, flagrante. Voilà, donc pour terminer, quelques erreurs qui ne sont pas des erreurs, mais enfin qui sont des choses pas très utiles. Alors je vous ai déjà parlé du calendrier lunaire, je vous remets le lien de cette vidéo. Alors jardiner avec la lune, pourquoi pas, c'est pas indispensable, ça peut être utile pour respecter un certain calendrier, savoir quand planter telle ou telle chose. Mais en tout cas, moi comme des milliers de jardiniers, on jardine depuis des années sans respecter à aucun moment le calendrier lunaire, et on a des récoltes très satisfaisantes, tout se passe bien. Vous pensez bien que tous les grands maraîchers ne tiennent pas forcément compte de la lune pour savoir si on fait travailler leur personnel ou pas. Donc la lune, si ça vous fait plaisir, vous pouvez le faire, mais ça n'a rien d'indispensable. Les orties, alors il y a un grand phénomène autour du purin d'ortie, sur mettre des orties au fond des trous à tomates. Encore une fois, c'est pas gênant, vous allez avoir un petit, on va dire un petit bonus avec l'azote qui va pouvoir se développer avec les orties. Mais encore une fois, ce n'est pas indispensable, donc le jeu n'en vaut toujours pas la chandelle. Je vous remettrai le lien de l'étude qui a été faite sur l'apport du purin d'ortie et des orties au fond des trous des tomates, et vous verrez que le bénéfice n'est pas si intéressant que ça. Dernière petite chose, les plantations désordonnées. Il y a aussi une grande théorie qui dit qu'il faut tout mélanger, mettre des tomates avec des pommes de terre, avec des... Enfin, c'est de solanacées. Enfin, mettre tout un tas de légumes mélangés les uns avec les autres. Encore une fois, c'est possible, pourquoi pas, mais c'est pas très pratique, parce que quand vous voulez désherber, quand vous voulez récolter, enfin, c'est pas forcément l'idéal. Alors, la théorie, l'explication que donnent certains, ça serait que vous aurez un jardin plus naturel, avec plus de biodiversité. C'est pas forcément vrai, puisqu'en fait tous nos légumes, il faut savoir que tous nos légumes, tous nos fruits sont un peu des bêtes de course, hein, des chevaux de compétition. Si je prends l'exemple du maïs, par exemple, la théocinthe, qui est l'ancêtre du maïs, c'est une plante qui au départ avait 4 grains. Aujourd'hui, un épi de maïs, c'est en moyenne 500 grains. Donc la tomate, si on prend la tomate d'origine, c'est une petite boule rouge ridicule, qui aujourd'hui devient une tomate de 20 kg. La banane, la banane sauvage, c'est une petite banane de moins de 10 cm avec plein de grosses graines à l'intérieur, très dures, immangeables. Les bananes qu'on mange aujourd'hui, ce sont des bananes triploïdes, qui sont donc stériles, et c'est pour ça qu'on peut les manger, elles sont grosses et elles n'ont pas de graines. Donc croire que le potager que vous allez faire va devenir un Éden de biodiversité, de choses naturelles, c'est faux. Tous vos légumes et tous vos fruits que vous cultivez sont un peu des bêtes de course, sont un peu des monstres, on va dire. Et croire donc qu'en mélangeant tout ça, vous allez faire un Éden de verdure et croire que la nature est belle, etc. Comme dit Omar, un des membres du groupe que je salue et que je remercie pour sa contribution à cette vidéo. Si vous avez un très beau potager avec de très beaux fruits, très beaux légumes, et que vous le laissez 5 ans sans rien y faire, bah vous reviendrez. Moi, si je sais que sur mon terrain, je retrouverai des fougères, je retrouverai des ajoncs, des genêts, du chien-dent, mais je ne retrouverai pas une tomate, je ne retrouverai pas une courgette, je ne retrouverai pas un concombre, parce que tout ça a disparu, parce que toutes ces variétés sont des variétés créées par l'homme, et si elles n'ont pas l'assistance de l'homme, si elles n'ont pas le travail du sol éventuel, si elles n'ont pas l'arrosage, si elles n'ont pas les apports de nutriments, en 1 an, 2 ans, 3 ans, elles vont assez vite disparaître et se laisser manger, oui, laisser disparaître par toutes les cultures qui vont pousser, on va dire des cultures sauvages pour le coup. Et donc croire qu'on va avoir un Éden de biodiversité naturelle simplement parce qu'on va mélanger les plantes les unes avec les autres, c'est un peu se leurrer. Voilà, donc j'espère que toutes ces idées vous auront permis de réfléchir un petit peu. Le but, c'est pas de vous convaincre de changer vos pratiques, mais c'est d'essayer principalement de comprendre que tout ce qu'on fait, tous les gestes qu'on fait au jardin, ce sont des gestes qu'on doit comprendre. On ne doit pas appliquer des règles un petit peu, tiens, j'ai lu ça, je fais ça, et puis je sais pas trop pourquoi. Bien comprendre que chaque geste a son explication, et vérifier que l'explication qu'on a trouvée correspond aux besoins qu'on a. Donc, n'appliquez pas des règles. En fait, la seule règle qu'il faut mémoriser par rapport à tout ce dont je vous ai parlé aujourd'hui, c'est qu'au jardin, il n'y a pas de règles universelles, il n'y a que des règles qu'il faut comprendre et adapter à son environnement pour faire ce qu'il faut au bon moment quand il faut, et donc faire les bons gestes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, des commentaires, je suis sûr que vous en aurez pas mal. N'hésitez pas à les laisser juste en dessous. Sans forcément, j'espère que la Green Police ne va pas intervenir. Bonjour Maud, hein, c'est l'inventeuse de ce terme de Green Police. Hein. Ce sont des gens qui, dès que vous dites une chose qui va contre la permaculture, contre ce genre de règles, vont tout de suite attaquer en disant oui, c'est pas bien. Donc j'espère que la Green Police ne va pas être trop agissante dans les commentaires, qu'on va pouvoir discuter en bonne intelligence. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des questions, donc je compte sur vous. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à nous rejoindre, ça sera très sympathique.
C'est tout pour aujourd'hui et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.